L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre la différence majeure entre ceux qui avancent à vitesse grand V dans leur vie. On les a tous vus, ces personnes-là, on a la sensation qu'ils sautent au-dessus des obstacles. Un peu comme ce qui vient de se passer là, lors de la mise en œuvre de ce live qui était extrêmement bancal. Ils avancent, qu'importe ce qui se pose sur leur route. Ils font, ils trouvent des solutions. Et d'autres, pour leur part, malheureusement, on dirait qu'ils se font un petit peu balloter par la vie. Des événements leur arrivent, c'est comme ça, la vie est injuste, la vie est dure, des phrases qu'on entend souvent dans leur bouche. La vie est difficile, aujourd'hui c'était pas le bon moment, c'était pas les bonnes conditions, en ce moment c'est pas ma période, il m'arrive que des bricoles, je sais pas ce qui se passe. Et ça relève d'une composante majeure qu'on va exposer ici, c'est le non-choix. Il nous arrive tous des situations diverses et variées, on a tous un lot de base à la naissance, une certaine génétique, un certain environnement social, économique, etc. Peu importe, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on a une multiplicité de choix qui vont s'ouvrir dans notre vie, une multiplicité de possibilités en fonction des conditions initiales qu'on a. Et après, en fonction de ces choix, il y a de nouveaux choix qui se portent et de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités en permanence. Ne pas considérer ça, c'est faire un non-choix, c'est-à-dire se dire non. On est dans une vie qui est déterminée par ce qui s'est passé dans le passé et j'ai pas le choix. Ça, en soi, cette posture-là, intérieure, c'est un choix. C'est un choix de ne pas prendre ses responsabilités face à la vie, de ne pas considérer les trois ressources primaires qu'on a, que sont temps, argent et énergie, et qu'on dépense, qu'on le veuille ou non, que ce soit un choix ou un non-choix, c'est un choix quand même. Chaque jour qui passe, chaque jour de janvier a été coché, le temps est passé, on a commencé la journée avec la flèche du temps qui passe sans qu'on puisse rien y faire, et on a dépensé notre énergie pour aller pointer au travail et donc créer de l'argent. La conjugaison de ces deux choses, temps plus énergie, créer argent. Et donc on a dépensé pendant tout janvier nos ressources primaires, qu'on le veuille ou non. On a dépensé de l'argent, on a dépensé du temps, et on a dépensé de l'énergie. Énergie, faut pas voir ça comme un truc mystique, c'est juste de l'intention, de la concentration, de l'attention, la mise en mouvement de notre corps tout simplement. Dès qu'on lève un bras, dès qu'on lève les yeux, dès qu'on articule nos paroles à travers notre bouche, on dépense des calories, donc on dépense de l'énergie. On est une machine comme une autre finalement, notre corps n'est pas régi par d'autres lois que celles de la physique. Il y a une question qui va être majeure et qui va différencier en effet ceux qui avancent à vitesse grand V de ceux qui se font balloter par la vie, c'est: est-ce qu'on fait le choix conscient? Est-ce qu'on fait le choix conscient de où on dépense notre temps, notre argent, notre énergie? Il y a deux modes qui vont se scinder: faire face aux différentes problématiques qui s'imposent dans notre existence et faire l'autruche. La version un petit peu brutale, être une victime ou se responsabiliser. Être une victime, c'est pas méchant, c'est juste une attitude, une posture, dire « je suis victime de ce qui se passe, les choses m'arrivent et je ne peux rien faire en réactance ». Se responsabiliser à l'inverse, c'est une posture également, c'est pas être glorifiant ou quoi que ce soit, c'est un fait, c'est tout. C'est se dire, ok, dans telle situation qui m'arrive, telle problématique qui m'arrive, telle chose dont je suis accablé, j'ai capacité, je peux faire face, j'ai une part de responsabilité, il y a une part de choses sur lesquelles je peux influer, et aussi être capable de voir en face qu'il y a une part de choses sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est aussi important pour se protéger psychologiquement face aux déconvenus de la vie. C'est clair que c'est deux modes de fonctionnement qui se séparent. Parce que la personne qui fait l'autruche, quand il lui arrive un mal-être, par exemple, on pourrait dire un mal-être psychique, on n'y peut rien. N'empêche, face à un mal-être psychique, face à une attitude personnelle, une situation de vie qui se dégrade, il y en a qui vont adopter ce qu'on appelle des comportements compensatoires. C'est le pire piège, parce que le comportement compensatoire, il n'a qu'un seul but, apaiser la douleur, faire en sorte que ça passe. Et souvent, faire en sorte que ça passe, c'est repousser l'action. Et cette sensation-là, cette gêne qu'on peut avoir quand on a une mésaventure dans la vie, quand tout va mal, quand on se sent vraiment pas bien à l'intérieur, elle a une utilité, une émotion. On pourrait le découper comme ça entre emotion, énergie en mouvement. Une émotion permet le mouvement, permet de changer, de sortir de sa situation. Avoir un comportement compensatoire comme aller manger des bonbons parce qu'on se sent pas bien, alors que cette émotion-là de on se sent pas bien, elle a une information à nous apporter. Elle pourrait nous pousser à sortir de cette situation qui nous rend pas bien. Et non, on l'annule, on ne veut pas la ressentir. Vu qu'on ressent un inconfort émotionnel, un stress, une peur, de la honte, du vide intérieur, de l'ennui qui est très important également, ou même un inconfort physiologique comme de la fatigue, une agitation permanente, un manque de dopamine, voire un inconfort identitaire comme « c'est moi le problème, je suis pas à la hauteur, je doute, je perds le contrôle ». On se sent pas bien avec ça, on n'a pas envie de rester avec ça, on n'a pas envie de rester avec ces émotions et ces sensations. Donc on va vite aller faire quelque chose, faire quelque chose. Manger, scroller,
travailler beaucoup trop, s'entraîner excessivement, rechercher la validation autour. Le sexe qui est aussi une distraction. Alors, le sexe, ça peut être quelque chose de magnifique, ça peut être l'union de deux corps, d'un amour magnifique, ça peut aussi être une distraction, ok? Ça dépend toujours de l'intention qui est posée dedans. Ou alors faire des discussions sans intérêt, vite, vite, je me sens pas bien, oh j'appelle quelqu'un, plutôt que rester avec ma sensation pendant un instant, la considérer, la regarder en face, voir pourquoi elle s'est déclenchée, voir ce qu'elle peut induire comme information, vers où est-ce que je dois changer grâce à cette sensation, qu'est-ce que ça dit sur moi, qu'est-ce que je peux retirer comme information sur cette sensation de mal-être là que je ressens là, pourquoi elle s'est déclarée. Tout de suite, aller l'extérioriser et la donner à quelqu'un en fait, c'est ça, c'est se décharger. Tiens, prends mon fardeau, allez, tu gères ça pour moi. Se responsabilise, on fait pas l'autruche, sinon, en effet, on va se faire balloter par la vie, on va avoir cette habitude permanente de dériver, et ne jamais savoir où on va dans la vie. Et ça, c'est malheureux, parce que on a tous des envies, on a tous des rêves, on a tous envie que la vie ressemble à quelque chose, on a tous un idéal. Et si on garde cette habitude de dériver, de remettre la responsabilité à autrui, à quelque chose d'extérieur à nous, et qu'on pointe jamais le doigt à l'intérieur, on va jamais pouvoir faire tendre les éléments vers ce qu'on veut. Et donc, on va toujours partir de ce postulat que si on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, c'est forcément dû à quelque chose d'extérieur, pas à nous. Avec cette mentalité-là, on perd en pouvoir sur soi-même, on ne se responsabilise pas et donc on ne peut pas se responsabiliser pour obtenir. Je comprends, moi, le comportement compensatoire de se déresponsabiliser et de dire « nous ne sommes pas responsables de notre situation, nous ne sommes pas responsables de nos malheurs ». Mais il y a un downside à ça, il y a un contrevenant. Ne pas se responsabiliser sur le négatif, si on veut être un minimum cartésien et logique, ça inclut aussi de ne pas se responsabiliser sur le positif. Ne pas prendre le beurre et l'argent du beurre, dire « moi, tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie, c'est grâce à moi, mais ce qui m'arrive de mal, ah non, jamais ». En effet, si on prend cette habitude de faire l'autruche, assez naturellement, les circuits neuronaux, de façon naturelle, vont nous emmener vers la déresponsabilisation sur absolument tout. Et donc, on ne va pas tirer de satisfaction de la vie, et on ne va pas aussi tirer les fameuses émotions, les fameuses emotions, énergie en mouvement, qui vont pouvoir nous permettre de nous sortir de cette situation. La vie, c'est un spectre, il y a du bon, du moins bon. La vie se constitue par la totalité du spectre. Il n'y a pas à rejeter une partie du spectre. À partir du moment où c'est neutre et où ça va vers le moins bon, on dit non, ça c'est pas moi. C'est une partie de la vie que je ne veux pas voir. Eh non, elle fait partie, elle donne des informations intéressantes, et surtout, elle permet d'avancer. Parce que, encore une fois, emotion, énergie, mouvement. Emotion, c'est un déclencheur d'énergie pour aller vers le mouvement. On considère les émotions, que ce soit les positives, les négatives, celles qu'on n'a pas envie de voir, surtout celles qu'on n'a pas envie de voir, on met le doigt dessus. Quand on ressent un inconfort, peu importe lequel, qu'on ne sait pas rester avec, on va, encore une fois, éviter, procrastiner, consommer des stupéfiants, de l'alcool, bref, tout ce qui peut altérer notre conscience, tout ce qui peut créer un état différent de ce qu'on ressent à l'intérieur, là, qu'on ne veut pas ressentir. Du coup, on va ressentir le fameux soulagement. Sauf que ça va engendrer une solidification de ce pattern de « à chaque fois que je ressens quelque chose, je ne sais pas rester avec, donc… » je effectue un comportement compensatoire pour ressentir le soulagement. Quand on ressent quelque chose, c'est une information sur nous, je vous l'ai dit, un inconfort, etc. machin. Et nous, on va tout de suite le renvoyer vers l'extérieur et on va suivre la direction que nous donne l'extérieur. Je donne un exemple. Si je ressentais un inconfort lié à la mise en place de ce live qui s'est passé de façon bancale et que je ne savais pas rester avec cet inconfort et que je disais « bon bah c'est pas grave, on annule » et du coup j'allais manger des chocolats et que j'allais regarder une vidéo YouTube en attendant que ça passe. Bah, au final, je me retrouvais, comme j'ai pu le dire dans le live précédent, pour ceux qui l'ont pas vu, je l'ai mis dans le groupe Telegram, je l'ai mis sur School et je l'ai mis sur YouTube. Allez le voir. Je vais donner mon attention, donc ma ressource la plus précieuse, à une vidéo YouTube, à du chocolat. Mes sens, mon expérience du vivant, mon expérience de la vie se retrouvent dans quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui n'avait pas sens par rapport à ma vision, à mon grand but, à ce que je veux réellement être dans la vie, ce que j'attends de la vie. Je repousse à l'extérieur, encore une fois, cette responsabilité de vivre pleinement l'instant, avec ses déconvenues, positives comme négatives. Et la preuve en est, en restant dans l'instant, qu'est-ce que je vois face à moi lors de la déconvenue de la mise en place technique de ce live? Des personnes qui parlent entre elles, des personnes qui sont compréhensives, qui me disent « bah écoute, c'est pas grave, etc. etc. » Donc quand on reste avec ces émotions négatives, quand on reste avec quelque chose de pas agréable, de l'anxiété, du vide, de l'impuissance, et quand on apprend à ressentir cette partie-là du spectre de la vie, on découvre tout d'un coup un autre bout, une autre facette de l'existence. Quelque chose de beaucoup plus intéressant que juste « moi je veux que ma vie ce soit
tout se passe bien, tout est heureux, tout est paisible, je suis tout le temps à pleine puissance, je parais tout le temps pour le roi du monde, mon ego est tout le temps saucé, tout le temps saucé, tout le temps saucé. C'est une partie de l'existence, c'est chouette, on est tous d'accord. Se sentir comme ça, on adore. Par contre, ça induit que on ressentira jamais la compassion d'autrui, l'empathie, l'espace de vide entre toutes les actions qu'on fait. Si on est tout le temps dans l'action et qu'on ressent jamais le vide, à un moment ou un autre dans la vie, on se retrouve complètement débordé, plus capable, et on se retrouve face au vide et on ne sait pas du tout l'appréhender. Donc, il faut être capable d'accepter tout le spectre de l'existence et de rester posé avec les émotions négatives, posé avec les situations négatives, et de ne pas partir dans des comportements compensatoires comme là, vous voyez, je ne sais pas rester avec l'anxiété, donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas être dans cet état-là, j'aime pas le ressentir, bon, allez, je vais travailler en excès, comme ça, derrière, je vais me sentir utile, en sécurité, ou alors ne pas rester face au vide, donc consommer, aller faire du scrolling sur les réseaux, aller consommer de la malbouffe. Une des addictions du siècle aussi, c'est la pornographie, vous le savez très bien. Donc d'ailleurs, il y a une super loi qui est passée en France qui a interdit l'accès au site et je pense que c'est une très bonne chose, surtout pour notre jeunesse. Et là, en fait, le seul objectif de ces choses-là, réseau, pornographie, malbouffe, c'est de se sentir vivre, de quitter le vide pour sentir des sensations physiques corporelles, de la dopamine, de la stimulation, de l'excitation. Bref, encore une fois, ne pas se sentir s'ennuyer. S'ennuyer qui est une vertu merveilleuse que beaucoup de gens devraient expérimenter un peu plus. Je vous donne un exemple très personnel. Hier, je me suis rendu compte que ça faisait 3 à 5 jours que j'avais plus médité. J'ai été malade. Quand je suis sorti de ma maladie, j'ai voulu faire plein de choses vite, rattraper le temps perdu, comme s'il y avait un temps à rattraper, comme si le temps n'était pas passé. Comme si je pouvais faire un coef x2, x3, x4 sur le temps actuel. Mais je me suis pris dans une boucle où j'ai surconsommé des contenus, j'ai marché 20 000 pas par jour, je me suis entraîné 2 fois par jour, sans méditer. Et là, j'ai ressenti de nouveau ces fameuses angoisses existentielles, ces boules au niveau du plexus, là, cette sensation d'être aspiré par quelque chose de plus fort que soi, vidé de mon énergie. Émotionnel, mental et physique, plus capable de donner quoi que ce soit, alors qu'on allait sortir, passer une très bonne soirée avec ma fiancée et ses amis. Et bien, je me suis posé juste 5 minutes dans le vide, à ne rien faire. Et voilà toute mon énergie qui est revenue, tout mon goût à la vie, tout mon sens, tout s'est réordonné dans ma tête l'espace d'un instant. Donc pareil pour tout ce qui est impuissance, là je parle pas au sens dysfonctionnement érectile, je pense au sens plutôt impuissance, dans le sens où on a une volonté de contrôle sur la vie, on veut que la vie aille dans le sens qu'on a prévu, comme ce live là. Je voulais que vous ayez le support. Et au final, j'en ai aucune foutue idée de l'impact que ça a. Peut-être que vous vous dites, il n'est pas professionnel. Peut-être que d'un autre côté, vous vous dites, c'est une galère, ça nous arrive à tous et ça me rend plus humain à vos yeux. Peut-être qu'au final, le support, il n'aurait pas arrêté de sauter avec le partage d'écran, comme je vous disais depuis avant. Ça aurait été une très mauvaise expérience pour vous comme pour moi. Peut-être que du coup, je peux plus me concentrer sur la caméra pour la vidéo YouTube que j'ai positionnée, parce que je sais que vous êtes de votre côté avec votre support et vous vous autogérez. Peut-être que je me sens plus comme si je tournais une vidéo tout seul au final, du coup j'ai moins de pression. Peut-être que vous êtes plus content de pouvoir naviguer sur le support de la façon dont vous voulez, pour aller revoir certains éléments pendant que moi je suis concentré sur d'autres parce que c'est plus cohérent par rapport à ma façon de divulguer. J'en sais fichtrement rien, peut-être que vous apprenez à utiliser Canva pour la première fois de votre vie, on n'en sait rien. Cette sensation d'impuissance, c'est pas en fait un problème de puissance, c'est un problème de contrôle. Et quand on sait pas rester ce manque de contrôle, on perd encore une fois un bout de la vie. Tous les potentiels qui seraient produits si on n'avait pas exercé ce contrôle. Voilà, on se retrouve dans cette situation où on est en train de faire le live, ça se passe très bien. Je suis en train d'enregistrer en même temps au format YouTube avec le téléphone qui va bien. Je suis pas dans des détails techniques de pourquoi la télé marche pas, pourquoi le téléphone, pourquoi machin. Et non, je suis concentré sur ce que je dois vous dire, je suis concentré sur ce que je dois vous divulguer. Et donc, quand on fait pas ça, on va exercer du contrôle à outrance. Dès qu'on se sent impuissant, moi après ce live, j'aurais compensé un comportement compensatoire. Vu que je ne savais pas rester avec X, donc mon impuissance, j'aurais fait Y. Donc du sport à l'excès pour me défouler, fait une diète millimétrée carrée, j'aurais dit au moins ça je peux le contrôler, au moins ça je l'ai bien fait aujourd'hui, je me serais organisé à l'extrême, j'aurais commencé à prendre un planning, à tout écrire, à dire ok ça va plus jamais se passer comme ça, la prochaine fois je fais des essais techniques 30 minutes avant le live, et au final tu finis dans une vie surcontrôlée, une vie militaire où tu n'as aucun espace à la créativité, aucun espace pour l'impulsivité, aucun espace pour la nouveauté, où tu te fous une pression hors norme pour chaque chose que tu vas faire parce qu'il y a un processus de préparation avant chaque chose que tu vas faire, un processus de débriefing après chaque chose que tu vas faire, et donc chaque chose prend 2 fois plus de temps, donc chaque chose est 2 fois plus lourde à porter, et donc tu inclus encore moins de choses dans ta vie, et donc tu réussis moins de choses forcément parce que tu inclus moins de choses. Tu auras une sensation de puissance factice, de contrôle, ça c'est évident, mais au final tu t'es bien éloigné de ton objectif premier. En tout cas, ce que je veux que vous compreniez avec les comportements compensatoires, cette façon de vivre là en mode autruche, c'est qu'il ne faut pas chercher à les supprimer.
Supprimer le comportement compensatoire, ça ne marche pas. Si aujourd'hui vous surconsommez des réseaux, vous travaillez en excès, vous consommez des choses à haute dopamine comme des sucres, des plats très salés, des plats très gras, vous travaillez trop, vous vous organisez excessivement, vous êtes tout le temps en train de parler, tout le temps en train de chercher la stimulation, la validation d'autrui, tout le temps en train de discuter avec des gens pour savoir ce qu'ils en pensent, de ce que vous avez fait dans la vie, etc. Vous êtes tout le temps en train de procrastiner, de repousser des choses. Essayez pas de changer ces comportements. Ils sont là à cause d'une origine, on l'a dit, à cause d'une incapacité à ressentir quelque chose. Donc c'est pas en changeant le bout de la chaîne que vous allez changer la chaîne de causalité entière. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu encore le principe de cause à effet, je vous invite à aller le voir, c'est devenu le module 4, je crois. Il faut augmenter votre capacité à rester avec vos émotions négatives. On ne supprime pas la conséquence, on améliore notre relation avec la cause. On améliore notre relation avec l'anxiété. Comment on améliore notre relation avec l'anxiété, le vide, l'impuissance? Je vous le dis depuis des mois, la méditation. La méditation, c'est le cheat code. Méditation, arrêtez de le voir encore une fois comme une posture, comme un ensemble de pratiques, un ensemble de choses bizarres, de bruits, de positionnement avec les doigts en forme de rond là, en tailleur. La méditation, et moi je vous le dis, la méditation d'hier qui m'a sauvé ma soirée en 5 minutes, c'était je me suis jeté dans le lit et j'ai regardé dans le vide. C'est tout. C'est ça la méditation, c'est rester avec le vide, rester avec ses émotions, rester avec ses pensées, rester avec son anxiété, l'observer. Ok, t'es là toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? De quel message es-tu porteur? Les émotions, elles sont toutes comme des facteurs. C'est le facteur qui toque à votre porte, il vous apporte une lettre. Si vous prenez la lettre, il se barre. Il a d'autres courriers à aller déposer chez d'autres personnes. Observez le facteur, dites-lui bonjour, ok, anxiété, t'es là, bonjour. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et en fait, elle va vous dire quelque chose de très important. En fait, là, tu es en train de surcompenser et de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux vraiment. Donc, mets du clair dans ta tête, concentre-toi, fais cette chose qui te fait peur, plutôt que aller faire 10 000 autres choses pour compenser. Ok, merci l'anxiété. Au revoir, l'anxiété disparaît, vous avez de la clarté sur votre situation, il faut rester avec l'émotion négative. C'est ça qui va vous permettre de ne pas être tout le temps dans le comportement compensatoire et de rentrer dans ce qu'on a dit depuis le début. Le sujet, c'est la différence majeure entre ceux qui avancent à vitesse grand V et qui passent les problèmes et avancent et sont dans l'instant présent, et ceux qui se font balloter par la vie et qui pointent toujours du doigt à l'extérieur. On va toucher bientôt du doigt comment faire face, comment se responsabiliser, comment traiter ces problématiques majeures dans les 4 domaines, corps, relations, mentales et finances, mais on finit gentiment sur les comportements compensatoires pour que vous compreniez comment vous en séparer pour toujours. La liberté, c'est cette phrase qu'il faut retenir. La liberté, c'est pas de ne plus ressentir les émotions négatives, c'est de ne plus être obligé d'agir pour les compenser, de ne plus être sujet à ces pulsions qu'on a là dès qu'on ressent un inconfort. Ah tiens, je vais faire ça, ça va me détendre. Non, c'est d'être capable de les regarder en face et de les vivre. Utilisez cette phrase-là avec les petits points et remplissez-la tranquillement chez vous. Quand je ressens, ça c'est la première étape, quand je ressens, et là vous écrivez votre émotion la plus difficile à gérer. Ça peut être le stress, ça peut être la peur de la mort, ça peut être le vide, ça peut être la tristesse, peut-être que vous êtes un peu mélancolique, que quand vous êtes tout seul vous ressentez de la tristesse. Vous écrivez l'émotion qui vous fait le plus chier dans votre vie de tous les jours. Quand je ressens, et là vous écrivez l'émotion. Moi ça va être, je pense, une forme d'anxiété ou une forme de vide intérieur. Quand je ressens le vide intérieur, quand je ressens l'anxiété, qu'est-ce que je fais automatiquement? Moi, je sais exactement ce que je fais. C'est que je vais me balader avec un podcast hyper compliqué sur la psychologie et les neurosciences. Quand je ressens du vide ou de l'anxiété, je vais automatiquement marcher, bourriner mon crâne, saturer mon mental pour qu'il n'entende plus ce bruit-là, cette anxiété, ce vide intérieur. Pour ne plus ressentir cette angoisse existentielle. Quand je ressens de l'anxiété, un vide, je vais automatiquement marcher avec un podcast dans les oreilles hyper compliqué pour saturer le mental, pour ne plus ressentir mon angoisse existentielle. Et là, phase 2, là déjà vous avez pointé. Là, vous avez pris conscience de ce qui se passe. Génial. Qu'est-ce que ce comportement m'empêche de ressentir jusqu'au bout? Ok, qu'est-ce que ça m'empêche de ressentir quand je vais marcher avec mon podcast dans les oreilles? Ça m'empêche de me sentir vivant. Ça m'empêche de me sentir mon corps, sentir qu'en effet, je suis impuissant face à la vie, et que je suis juste un humain comme un autre, et que je suis pas un super-héros, et que je vais pas réussir à déjouer tous les pièges de la vie, et qu'en effet, peut-être que mes objectifs étaient très ambitieux, et que je vais pas tous les atteindre. Ma vie ne se résume pas à une série d'objectifs, et que je suis juste un être vivant qui a aussi ses faiblesses et sa mortalité, sa finitude. J'ai pas envie de ressentir jusqu'au bout ma finitude et mon impuissance. Voilà ce que mes comportements palliatifs me poussent à faire pour ne pas me sentir. Mes comportements compensatoires. Le fameux cope, comportement palliatif. La vie, c'est plein de copes pour pas sentir qu'on va mourir.
Quand on regarde notre mort en face, tout d'un coup, tout devient limpide. On sait exactement le temps qui nous reste à disposition, memento mori, on sait exactement le temps qui nous reste à disposition et donc ce qu'on va faire pour compenser de ne pas ressentir cette sensation qui est horrible. On sait le temps qui nous reste à disposition quand on regarde en face qu'on va mourir et surtout, on ressent la préciosité de l'instant présent. On va forcément pas trop faire cette liste de manger, scroller, travailler trop, s'entraîner excessivement, rechercher la validation, se plonger dans du sexe compensatoire, des discussions inutiles pour se faire valider, éviter des choses, procrastiner, consommer de l'alcool, des stupéfiants, etc. On va pas se plonger là-dedans quand on a conscience qu'on va mourir et donc que chaque seconde est précieuse. Donc tout ça, c'est des comportements palliatifs pour pas sentir qu'on va mourir. Regarder la mort en face, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire parce que ça nous oblige à nous responsabiliser face au temps qui passe, qui est la seule chose des 3 ressources, encore une fois, argent, énergie, temps, qu'on ne peut pas maîtriser, qui file. Alors avec la méditation, vous pouvez un peu tricher avec ça, c'est-à-dire que la méditation vous donne une sensation d'un coup de dilatation du temps. Le temps paraît plus long parce qu'on s'ennuie, c'est un cheat code, mais on ne peut pas arrêter le temps. Le temps file, notre corps a de l'entropie, il va dépérir. Et donc, on est obligé d'y faire face et de se responsabiliser. Je vous invite sur la partie gauche de ce schéma de faire face aux problématiques majeures que l'on a. Et ces problématiques majeures, elles vont souvent concerner 4 domaines. Donc notre corps, comment on se sent dans notre corps, est-ce qu'on est en santé, est-ce qu'on est capable d'effectuer toutes les tâches au quotidien ou est-ce qu'on est plein de douleurs, est-ce qu'on a des incapacités majeures, est-ce qu'on doit se renforcer sur certaines zones ou pas, est-ce qu'il y a des aspects de notre santé qu'on a négligés ou pas, est-ce qu'on est en effet à l'aise avec ce dernier ou pas. Les relations, est-ce que dans ma relation amoureuse, j'ai fait tout ce qui était nécessaire et approprié pour pouvoir exprimer mon amour et ressentir de l'amour de la part de mon partenaire? Est-ce que dans mes relations professionnelles, je suis satisfait? Est-ce que je ne vois pas des patterns récurrents, des gens qui prennent des postures avec moi que je dois régler, que je ne peux plus tolérer, qui génèrent du stress en moi, qui ne sont pas du respect, tout simplement? Est-ce que dans mes relations amicales, j'ai créé un cercle d'amis qui correspond à mes valeurs? Ou est-ce que je me suis laissé balloter et en effet, je suis juste ami avec les gens que j'ai croisés et je ne sais même plus comment je les ai rencontrés et je ne les ai pas réellement choisis? Est-ce que sur l'aspect familial, il y a des dynamiques familiales que je laisse courir, qui m'agacent, que je laisse en place parce que c'est comme ça, parce qu'on ne change pas les gens, parce que ça va être difficile, ça va créer des débats, on va se dire mais pourquoi lui il parle de ça, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, pourquoi il vient nous faire chier ce merdeux? Ce merdeux de jeunes, c'est nous les personnes âgées, les doyens de la famille qui donnons les dynamiques sociales familiales, pourquoi il vient nous emmerder? Il aura son mot à dire quand il sera patriarche. Bah non. S'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre dynamique familiale, il faut se responsabiliser face à ça et le toucher du doigt et pas faire des comportements palliatifs de « Oh bah je vais prendre une chips de plus, tiens, ça m'énerve quand il dit ça, alors je vais… Bah, tu peux me servir un verre s'il te plaît ?» Non, on regarde le truc en face, on le dit avec aplomb, avec assertivité, mais pas avec agressivité. On le dit avec franchise, mais pas avec envie de nuire à l'autre. On dit les choses. Tout ce qu'on laisse sous un tapis, ça part de 3 postulats. 1, que le tapis va pouvoir contenir cette chose, que le tapis est illimité, parce que si on fait ça une fois, on va le faire, c'est un comportement compensatoire qu'on va avoir avec tout, on va tout mettre sous le tapis tout le temps en permanence, mettre sous le tapis, mettre sous le tapis, mettre sous le tapis, et au bout d'un moment, le tapis, il va plus en pouvoir, il n'est pas illimité. Et 2, c'est que personne ne va venir soulever ce tapis à notre place. Si on met quelque chose sous le tapis, c'est qu'on veut plus le voir. Si on met quelque chose sous le tapis, c'est qu'on part du principe que ça y est, c'est caché pour toujours. Et on a l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons soulever ce tapis, alors qu'un jour, quelqu'un va venir soulever le tapis et va dire qu'est-ce que t'as caché là-dessous? Pourquoi t'es pas à l'aise avec ça? Pourquoi t'es pas bien avec ça? Exactement ce que je fais aujourd'hui en fait, je suis en train de pointer du doigt sous le tapis. Ce comportement palliatif que vous avez eu toute votre vie, de mettre certaines dynamiques familiales sous le tapis, et moi je suis là en train de pointer du doigt, en train de lever le tapis et dire qu'est-ce que vous avez foutu sous le tapis là? Pourquoi vous avez laissé ça là? Vous aviez peur? Vous avez pas envie de déranger? Vous avez peur que ça pète? Voilà, et il y avait une troisième composante que j'ai complètement oubliée. Ensuite, sur l'aspect du mental, de vos traumas du passé, il y a plein de choses que vous ne voulez pas regarder en face. Hier encore, à l'anniversaire, j'étais en train de parler avec un ami. Il m'a dit, moi, les émotions, j'aime pas en parler. Je suis quelqu'un de rationnel. Tu me parles de choses rationnelles, c'est ok. Mais tu me parles d'émotions, je ne veux pas. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, je veux pas en parler. J'ai dit, c'est dommage parce que ça nous permettrait de cartographier l'inconnu. Il me dit, j'ai déjà essayé, ça fait trop mal. C'est un comportement palliatif, il se plonge dans le rationnel, il fait semblant qu'il est quelqu'un de cartésien alors qu'il est juste quelqu'un d'incomplet. Quelqu'un qui a du cartésien mais qui n'a pas d'émotionnel. Et pourquoi il n'a pas d'émotionnel? Parce que ça lui fait trop mal de rentrer dans l'émotionnel. Pourquoi ça lui fait trop mal? Parce que ça touche à des blessures du passé. Pourquoi les blessures du passé lui font trop mal? Parce qu'il ne les regarde pas en face, qu'il n'appuie pas là où ça fait mal. Et appuyer là où ça fait mal, je conviens, ça fait encore plus mal dans un
premier temps, mais dans un second temps, ça soulage. La situation financière, c'est pareil. Combien de fois on va pas faire nos comptes et on va se retrouver à dépenser beaucoup plus? Combien de fois on va pas vouloir regarder en face que, en effet, il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent, et ce qui en résulte, que ce soit un déficit ou un excédent, c'est ce qu'on en a fait. C'est tout. Une feuille de compte, on écrit les charges fixes, on écrit ce qui rentre, on écrit les charges un petit peu plus ponctuelles et on se rend compte de ce qui reste. Est-ce qu'il reste un excédent ou pas? S'il reste pas d'excédent, il faut réguler soit les charges fixes, soit les comportements ponctuels. Et là, c'est pas agréable parce que ça nous empêche de faire des comportements compensatoires, ça nous empêche d'acheter à manger, d'aller acheter des substances pour compenser, le tabac, l'alcool, etc. Ça nous empêche de créer des événements sociaux pour compenser, comme des apéros, etc. Si on n'a pas les ressources, soit on va les chercher en augmentant ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit, notre salaire, en créant une activité secondaire, etc. Soit on diminue nos dépenses. Il n'y a pas 1000 leviers pour les finances. Il n'y a pas 1000 leviers. Si on a des problématiques majeures dans les finances, c'est juste qu'on n'a pas compris que la vie, c'est une balance. Je reçois, je dépense. Ça rentre, ça sort. C'est aussi simple que ça. Une feuille de compte, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et bien sûr, l'objectif, c'est de se créer un matelas de sécurité parce qu'il y a des dépenses imprévues qui vont arriver. Et si on n'a pas de matelas de sécurité, c'est qu'on s'expose à ça. Il faut en avoir conscience que là, si on n'a pas 5 et 10 000 euros, si la voiture lâche, on est dans la merde. Et moi, si le PC lâche, je suis dans la merde. Si votre outil principal de travail lâche, vous êtes dans la merde. J'ai grandi avec une maman qui a des gros problèmes financiers, donc j'ai appris plus vite là-dessus, c'est une évidence. Mais ça m'a aussi laissé des traumas, qui fait que j'ai aussi plus galéré là-dessus. Donc au bout d'un moment, il faut se responsabiliser. C'est pas un gamin qui a compris ça quand il avait 17 ans et qui vivait déjà tout seul, et qu'il avait une femme à charge, qui va vous apprendre ça. C'est la base. Tout ça pour nous emmener à la prise de conscience. Cette phase de compréhension qu'on a effectuée avec la petite phrase là qu'on a mis, quand je ressens telle émotion, je fais automatiquement tel comportement palliatif pour ne plus ressentir ce trou intérieur là qui est en moi. Là, c'est la prise de conscience, c'est génial. On est dans la première phase des gens qui réussissent dans la vie. On comprend dans quelle situation on se trouve. Ah, en fait, ouais, je faisais tout ça pour pas ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et fuir l'action que j'avais pas envie de faire, c'est-à-dire faire mes comptes, c'est-à-dire dire la phrase que je veux pas dire en repas de famille, c'est-à-dire compter mes calories, c'est-à-dire marcher un peu plus, c'est-à-dire mettre le doigt sur ce qui me fait mal, mes traumas d'enfance. Donc là, on peut enfin identifier le schéma en boucle qui se produisait depuis tout ce temps et pas juste le symptôme, c'est-à-dire ah ouais, je suis pas très discipliné, ah ouais, c'est vrai que j'ai tendance à grignoter, ah ouais, c'est vrai que j'ai tendance à dépenser un peu plus que de raison. Et là, boum, on révèle le bénéfice caché de la fuite. Le bénéfice caché, c'était pas juste « Oh, j'ai la flemme, oh, je suis pas en forme ». C'est « J'avais pas envie de regarder ce que ça faisait en moi, le trou intérieur que ça créait dans mon corps, dans mon âme ». Attention, parce que là, quand on a cette prise de conscience, il y a un risque d'autodéfense qui est immédiat du cerveau. Il va vouloir tout de suite trouver une solution de sortie parce que c'est ultra inconfortable. Donc là, la clé, à ce moment-là, quand on est en prise de conscience, c'est on ne se juge pas. Il n'y a pas de valence émotionnelle, c'est pas négatif, c'est pas positif ce qui est en train de se passer. C'est tout. J'ai une situation financière de merde. C'est pas « Oh, je suis une merde, j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, je sais toujours pas gérer mes finances. » C'est pas ça. Ma situation financière est délicate. Point. Il n'y a pas de valence émotionnelle, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rapport avec l'image de soi. Je vous renvoie vers le dernier live, allez le voir. C'est exactement comme ça que vous allez défoncer les auto-images de vous qui sont générées. C'est sur YouTube, c'est sur Telegram, c'est sur School, c'est partout. Si vous voulez, je vous renverrai le lien. Il n'y a pas d'image de soi, il n'y a pas d'ancrage au passé à faire, il n'y a pas de ma situation dit quelque chose de moi, de non. Si c'est trop lourd à porter, on ne pose pas de jugement dessus, comme ça on pourra opérer dessus. C'est le cas, c'est tout. J'ai une situation financière de merde, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Sans cette conscience émotionnelle, et pas juste intellectuelle, que ça touche dans votre chair, vous vous rendez compte que là, il y a un problème, on va le traiter. S'il n'y a pas emotion, encore une fois, énergie en mouvement, rien ne changera. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y aura pas d'énergie en mouvement. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y aura pas de mouvement. Ensuite, on rentre dans la phase de comparaison, la recherche de solutions. Ça peut être super long et ça peut être source de plein de comportements palliatifs. Plein de bullshit qu'on va se raconter. On va chercher la perfection. On va comparer toutes les méthodes qu'on a à disposition. Je donne un exemple très simple. On a une amie qui est dans cette situation. Elle va pas bien en ce moment. Elle a besoin d'avoir du soutien émotionnel. Elle a besoin d'avoir peut-être un psychologue. Elle a besoin de toucher du doigt exactement là où ça fait mal. Elle va passer des mois et des mois à se dire « Je vais aller peut-être chez ce psychologue. Je vais attendre que telle situation soit réglée, je vais attendre d'être dans telle disposition, je vais attendre dans X, dans Y. En fait, ça, c'est une fuite. Encore une fois, la comparaison permanente pour trouver la meilleure solution possible, c'est ne pas être dans l'action et donc, c'est aussi sous-estimer le coût de l'inaction. Parce que si on se rend compte que là, la situation nous coûte extrêmement cher et qu'on est plus dans
mettre le doigt à l'extérieur, c'est-à-dire quel praticien va m'offrir les meilleures conditions possibles pour régler mon problème, c'est qu'on ne met pas le doigt à l'intérieur. Putain, c'est en train de me ronger tous les jours. Combien d'étapes je vais mettre encore entre mon bonheur et ma situation présente actuelle, là, maintenant, tout de suite? Est-ce que je vais encore attendre d'avoir le bon praticien, ou est-ce que je passe au travail maintenant, tout de suite, avec le premier qui me passe sous la main et j'aurai le temps de corriger plus tard? Est-ce que c'est pas une surévaluation du processus? Ah, moi, j'aimerais être avec telle personne, j'aimerais qu'on me parle comme ça, j'aimerais qu'on ci, j'aimerais qu'on ça, j'aimerais faire ça à ce moment-là avec lui. Et une sous-évaluation de l'urgence de la situation, du coût de l'inaction. Le coût qu'on paye chaque jour, on est malheureux, on le paye chaque jour. À chaque jour, on a un trou à l'intérieur de la poitrine et on se dit, bon, ça, c'est pas si important. Ce qui est plus important, c'est d'être dans un bon cabinet et d'avoir le bon praticien. Et non, le plus important, c'est de passer à l'action là, maintenant, tout de suite, d'actionner la solution la plus apportée là, maintenant, tout de suite. Il y a un psychologue en bas de ta rue, tu vas, tu toques, boum, ça va pas bien. Il y a tel problème. Dis-moi ce que je peux faire là, tout de suite, dans la journée, dans la semaine, pour aller mieux. Comment on fait pour aller mieux là, tout de suite? Et après, tu sors de la séance. Ah, j'avoue que j'ai pas aimé comment il m'a parlé. J'irai voir un autre la prochaine fois. Et ça y est. En 1 heure, t'as fait ta séance de psychologie et c'est fini. T'as avancé. Donc ça marche dans tout. Hein. Ah, quel est le meilleur outil de comptabilité pour régler mon problème de finance? Prends une feuille et écris. Prends une feuille, un stylo et écris. Ah, quelle est la meilleure stratégie alimentaire? Arrête de manger de la merde. Il y a toujours une solution anti-étape. Chaque fois que vous mettez des étapes, chaque fois que vous dressez un plan, dites-vous que vous êtes en train de nourrir votre ego qui veut cartographier les choses plus que faire. Chaque fois que vous êtes en train de prévoir, dites-vous que vous êtes en train d'éloigner le résultat. Là, tout de suite, si je veux optimiser ma santé, est-ce que je vais commencer à réfléchir à il faudrait que je fasse une liste de courses, il faudrait que j'achète des fruits, il faudrait que j'achète des super aliments, que j'ai trucs. Non. Combien de pas j'ai fait aujourd'hui? J'en ai fait 3000, j'en ai fait 4000. Ok, je vais tout de suite marcher 5000 pas dehors. Dans 1 demi-heure, je suis revenu, j'ai la meilleure santé du monde. On est en train de regarder le reportage sur les zones bleues, ces zones où il y a le plus de centenaires du monde, avec ma chérie en ce moment. Qu'est-ce qui ressort? C'est que c'est des gens qui marchent. Oui, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font plein de choses, mais si on se perd là-dedans, on se perd dans le mental, on n'est plus dans l'action. Et ça, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début qui différencie les gens qui avancent à vitesse grand V de ceux qui se font balloter par la vie. C'est un comportement compensatoire, la surréflexion, la surcomparaison. C'est un comportement qui t'éloigne de l'action. En fait, si on devait résumer tout ce schéma-là que je vous ai fait, on peut tirer un grand trait au milieu et d'un côté, à gauche, on marque en grand, on efface tout ce que j'ai mis et on marque en grand action et de l'autre côté, on marque surréflexion. Action massive et alignée envers mon objectif et ma problématique majeure. Et de l'autre côté, on met surréflexion et système compensatoire pour ne surtout pas ressentir que je suis en train de m'éloigner de ma problématique majeure. La recherche de solutions, ça doit être hyper court. On compare pas pendant 6 mois pour savoir si on va commencer à marcher dehors ou pas. On compare pas pendant 6 mois pour savoir si on va faire une fiche budget aujourd'hui avec une feuille et un stylo ou pas. On compare pas pendant 6 mois pour savoir quel est le praticien le plus adapté quand on est en phase de dépression et que ça fait 6 mois qu'on est en train de ruiner notre vie. On compare pas pendant 6 mois sur quelle approche on va aborder avec le grand-père au repas de famille la prochaine fois quand on se rend compte que ça ruine notre confiance en nous, que ça ruine notre capacité d'action sur absolument tous les domaines de notre vie et qu'il y a plein de projets qu'on n'a pas eu en ambition parce que on s'est dit putain qu'est-ce qu'il va penser le grand-père? Voilà. Donc on passe à l'application, la phase d'action, enfin. Elle peut être bredouillante au début, il n'y a aucun problème. Mieux vaut un truc fait qu'un truc parfait. Ça dépend pas de la phase de solution, la phase d'application, c'est ça le pire. C'est que vous pouvez chercher pendant 6 mois, 1 an une bonne solution. La phase d'application ne dépend pas de la solution que vous avez cherché pendant 6 mois, 1 an, mais de tes préférences. On va toujours exécuter ce qui nous plaît, jamais ce qu'il y a de mieux. Autant on a fait un processus mental en tant que comportement palliatif dans la recherche de solutions ultra long, autant on ne va pas l'appliquer parce que ça ne nous plaît pas, ça correspond pas à nos valeurs profondes. Donc en fait, il y a un truc que vous sentez là, qui est la meilleure solution là, dans votre cœur là, que vous devez appliquer tout de suite pour régler votre situation, votre problématique majeure que vous avez identifiée parmi les 4 domaines, corps, relations, mental, finance. Il y a un truc que vous sentez, que vous savez que vous allez appliquer de façon brutale, efficace, parce que ça vous parle, et vous êtes en train de vous demander si c'est la meilleure solution. Mais bien sûr que c'est la meilleure solution, parce que ça vous fait passer à l'action. Et que dans tous les cas, vous allez comparer avec plein d'autres solutions, et à la fin, vous allez retourner à ça, parce que vous avez peut-être appliqué un protocole pendant 3 mois qui va pas vous correspondre, et au final, vous allez arrêter de l'exécuter, parce qu'on exécute ce qui nous plaît, pas ce qu'il y a de mieux. On n'exécute pas ce qui est logique, on trouve une logique à ce qui nous plaît. On vient justifier des décisions émotionnelles par des arguments rationnels. Parce que quand on va nous demander pourquoi tu fais ça, on va pas être capable de juste dire « Oh, ça me plaît, je préfère. » Oui, mais tu sais, il y a une meilleure solution. Non, moi, ça me plaît, c'est tout. On n'est pas capable d'assumer ça. Donc on va dire « Oui, c'est vrai que j'avais regardé, c'était quand même la meilleure stratégie de ce côté, de ce côté. » On va toujours essayer de justifier par 1000 arguments rationnels, logiques, que l'on fait de façon émotionnelle. L'être humain est un individu émotionnel qui essaye de se bullshiter
en se faisant croire qu'il n'est pas émotionnel et qu'il a un tant soit peu de rationalité. Et des fois, l'hypnose va très loin, hein. Le pire, c'est les scientifiques. Les scientifiques, c'est les gens qui croient qu'ils sont rationnels. Waouh! Ça fait 1 an que j'étudie l'hypnomachie, la déshypnose, le fait de baisser son niveau d'hypnose, de baisser les comportements, les procédés qui font qu'on se fait hypnotiser et donc qu'on n'a pas une pleine conscience de la situation. Spoiler alerte, les scientifiques sont les gens qui se bullshit le plus le crâne avec leur méthode scientifique comme étant un moyen d'accès au réel. La science ne décrit pas le réel, elle en fait des modèles, elle essaye de s'en rapprocher. Le scientifique est la personne qui s'hypnotise le plus. Ah, ouais, là, ça, retournement de paradigme, là. Je vous donne un exemple. Très simple, pendant des années, on était prêt à brûler les gens qui disaient que la Terre n'était pas au centre de l'univers, parce que la science l'avait dit. Science, c'était le dieu de l'époque, hein. Donc la religion qui primait par-dessus tout. Aujourd'hui, le dieu de notre époque, c'est la science, ça prime par-dessus tout, ça décrit le réel, autant que la religion décrivait le réel à l'époque. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à brûler quelqu'un qui dit que, par exemple, la Terre est plate, voilà, on va pas brûler quelqu'un qui dit que la Terre est plate, mais on va l'expudier socialement, on va en faire un paria. Ah, toi, ça se voit que tu connais rien en science, ça se voit que t'es un complotiste, t'es un truc. Encore une fois, on s'est hypnotisé, on s'est bullshité, on a l'impression qu'on est rationnel alors qu'on est émotionnel. On donne une valence positive à la chose qui nous donne le plus d'accès au réel, c'est-à-dire la science. Donc, on la place comme un veau d'or, comme le moyen d'accès au réel, comme la chose envers laquelle on peut se fier en permanence. Spoiler alerte, la science part du principe ignoramus. Je sais que je ne sais rien. Et je sais que mon paradigme scientifique va être retourné dans les 50 à 100 ans à venir parce que je souhaite progresser et donc je vais remettre en cause. Donc demain, on nous dira la gravité n'existe pas, c'est un autre concept et nanana. Bref, on ne fait pas des choses logiques ni rationnelles. On essaye de mettre un couvert logique et rationnel. On essaye de s'auto-hypnotiser pour se faire croire qu'on va être accepté d'autrui parce qu'on a des décisions rationnelles et qu'on va pouvoir lui dire oui, moi j'ai bien comparé, c'est ça la bonne solution. Non, vous faites ce qui vous plaît et c'est tout et c'est très bien comme ça et continuez et faites ce qui vous plaît et surtout regardez-le en face. Regardez-le en face et appliquez massivement ce qui vous plaît avec un volume colossal parce que c'est le volume qui vous apportera la clarté. C'est d'appliquer tous les jours avec une intensité et un volume colossal ce qui vous plaît qui va vous faire comprendre quelle est la bonne solution pour vous ou pas. Il n'y a qu'une personne qui a même de juger quelle est la bonne solution pour vous ou pas, c'est vous. Reprenez ce pouvoir intérieur. Arrêtez de croire que quelqu'un d'autre sait mieux que vous. Vous savez mieux que tout le monde parce que vous êtes le meilleur personne la mieux positionnée pour juger pour vous. Vous savez pas mieux que tout le monde pour la société, mais pour vous, vous savez mieux que tout le monde. Si tant est que vous développiez un minimum votre intuition que je suis en train de vous aider à développer en vous déshypnotisant de tout ce que la société a voulu mettre comme couche supplémentaire pour vous troubler votre jugement et vous faire croire que quelqu'un savait mieux que vous. CF, moi, vous êtes dans ce live parce que vous pensez que sur certains sujets, je sais mieux que vous. Non, il n'y a que vous qui savez mieux. Alors vous savez mieux parce que vous avez l'intelligence d'aller dans des lives comme ça, d'aller chercher d'autres contenus, de comparer. Et à la fin, vous pouvez faire la somme de tout ça et savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous êtes la personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça sert à rien de demander à une personne « Toi, t'aurais fait quoi dans ma situation ?» Vous savez très bien que vous n'allez pas faire ce qu'il va vous dire, vous allez faire ce qui vous plaît à la fin. Vous faites ça juste pour faire semblant d'avoir fait une recherche de solution pendant longtemps. Cette phase-là, elle vous emmène beaucoup d'informations à analyser, la phase d'application, d'action. Elle vous emmène plein d'infos que vous allez pouvoir analyser pour vous. Les informations les plus qualitatives possibles, pas les informations que la science qui étudie des sujets qui n'ont rien à voir avec vous, sachant que vous êtes un être humain incroyable, avec plein de spécificités, plein de variations que la science n'est pas du tout capable de mesurer. La science, elle peut donner des recommandations pour la société au global. Elle peut pas vous en donner pour vous. Elle peut dire les gens de façon générale devraient... Mais vous n'êtes pas les gens. Donc elle donne de recommandations pour rien, pour personne, pour des choses très globales. Vous êtes votre meilleur modèle d'expérience scientifique. Vous faites des actions massives avec un volume colossal et vous avez de ça un retour d'information. Ce qui va vous permettre d'analyser en temps réel sur vous qu'est-ce que ça crée. Mais pour ça, il faut faire en masse. Il faut faire comme de la science. On prend 100 sujets, mais on fait que sur vous. Donc vous faites masse action sur vous. Vous êtes votre propre sujet d'expérience. Et ensuite, on passe à la phase d'itération. Analyse de résultats. Donc, on va identifier ce qui rapproche du résultat en données brutes. Ok, j'ai fait ça sur la semaine passée. J'ai fait 40 actions envers ma problématique majeure, envers mon objectif. Ce qui m'a rapproché le plus du résultat, chiffré, de façon chiffrée, c'est ça. Quand j'ai fait ça, telle prise de notes, balade dehors, quand j'ai fait telle pesée, quand j'ai fait telle façon de communiquer avec telle personne,
j'ai obtenu tel résultat. Quelque chose de brut. Et après, il faut identifier aussi ce qui nourrit l'ego et qui éloigne de l'action. C'est-à-dire, ah bah c'est vrai qu'à un moment, j'ai commencé à écrire un plan avec 10 000 étapes. Les vanity metrics aussi, qu'est-ce qui flatte juste votre ego? Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ma fiche de compte, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir économiser 400 €. Non, 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 non. Ce chiffre-là, c'est un chiffre théorique que vous avez posé sur une feuille. Le réel, ça va être qu'il va y avoir 1000 dépenses imprévues, que quand vous allez voir qu'il y a 400 € disponibles, vous allez vous dire « Ah, mais je suis riche, j'ai qu'à les dépenser !» Non, ça, c'est des vanity metrics, c'est des chiffres qui sont là pour flatter votre ego. Donc ça sert à rien de se concentrer là-dessus. On fait ce qui nous rapproche du résultat. Dans le fait d'économiser ce qui nous rapproche du résultat, c'est pas d'écrire « Ah, si je suis tel plan, machin, il restera 400 € à la fin du mois. » Non, c'est de baisser ses impulsions, baisser ses attentes de la vie, baisser ses achats compulsifs, diminuer sa capacité à se faire hypnotiser par les magasins, arrêter d'avoir Bref, refaire le module 1 des programmations en fait. Arrêtez d'avoir des impulsions, arrêtez de quand vous passez devant une boulangerie, ah ça sent bon, ah ça crée un état en vous, vous avez l'impression d'être dans un nuage, dans un cocon, vous sentir comme dans un canapé avec votre chair et tendre à votre côté. Non, quand vous sentez une odeur de boulangerie, vous dites putain, ils sont en train d'essayer de me faire acheter leur petit pain. Et là, boum, d'un coup, il y a 2 € de dépenses de pain au chocolat en moins chaque fois que vous passez devant une boulangerie. Et à la fin du mois, en effet, il y a des centaines d'euros de côté. Donc identifiez ce qui nourrit l'ego, des plans magiques là, et de se concentrer sur des choses qui sur le papier nourrissent votre ego. Et faites ce qui vous rapproche du résultat, donc des choses très brutes, très simple, une mentalité très simple finalement, une mentalité très simple de pointer du doigt là où ça fait mal, de regarder le réel en face. En fait, sortez de l'écran, regardez la pièce autour de vous, regardez chaque élément de façon brute, avec une attention particulière, observez les contours, observez les couleurs, observez les formes, observez les textures, soyez capable d'observer le réel. Plus vous allez être capable de le faire avec des objets, plus vous allez être capable de le faire avec des sujets, plus vous allez être capable de le faire avec des sujets extérieurs, des gens, plus vous allez être capable de le faire sur vous-même. Donc plus vous allez regarder la réalité en face sans vous bullshiter, sans plisser un peu les yeux, sans vous laisser un peu aller dans une détente intérieure, en étant pleinement présent, d'aplomb, plus vous allez pouvoir pointer du doigt les problématiques complexes qui ruinent votre vie et plus vous allez pouvoir, la conclusion c'est ça, double down on the 20, cut the 80. Plus vous allez pouvoir prendre le 20% qui apporte du résultat et faire beaucoup plus de ce 20% à l'avenir, supprimer les 80% qui sont juste des choses qui sont là pour flatter votre ego, des comportements automatiques que vous avez mis en place, parce que vous avez beau faire tout ce processus, être la personne qui s'attaque aux problématiques majeures, etc. machin, à la fin de la toute fin, vous allez quand même devoir itérer parce que vous allez quand même mettre 80% de bullshit et 20% de choses efficaces. Et donc c'est avec ce genre de processus, comme ce que je vous ai filé dans le module 2 plan d'attaque, le processus du carnet de 90 jours, c'est pas juste mettre un objectif sur 90 jours. Vous avez certainement manqué la portion la plus importante qui est de faire chaque semaine un retour avec plein de questions qui durent un quart d'heure sur la semaine qui vient de se dérouler. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment j'aurais pu faire pour mieux faire, etc. Bref, de l'itération. Et ça, c'est ça, l'essence, la différence majeure entre ceux qui avancent à vitesse grand V et qui obtiennent des résultats phénoménaux versus ceux qui se font balloter par la vie. C'est exactement cette pensée cartésienne appliquée sur l'humain émotionnel que nous sommes, de toucher du doigt à l'intérieur les choses qu'on ne veut pas voir, les choses qu'on ne veut pas faire, d'en prendre conscience, de chercher brièvement une solution, de passer à l'action massive et ensuite d'itérer sur ce qu'on a fait. Pas se dire « Ah, ça c'est la meilleure solution parce que j'ai étudié le sujet, j'ai lu 1000 articles de blog, j'ai lu 1000 études scientifiques, j'ai écouté 1000 personnes parler. » Non, on fait et on tire des leçons de notre vécu réel. Et donc ça va vous mettre face à l'action et au choix, à la brutalité de la vie qui est quand on fait une action, bah oui, c'est pas parfait. Bah oui, on se retrouve face à des déconvenus qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait pas envie d'affronter. Oui, on se retrouve face à notre propre impuissance. Et encore une fois, ça vous remet dans la boucle de la responsabilisation. Je ressens l'impuissance, je sais rester avec elle. Accepter le bout de la vie qui est négatif pour pouvoir la vivre pleinement. Être capable de regarder les objets en face, regarder autour de soi, de regarder toutes les problématiques, de ne pas mettre sous le tapis, d'être pleinement conscient, pleinement présent. Oui, la poubelle n'a pas été sortie. Oui, en effet, ce polo-là, il est là depuis 2 jours. Oui, en effet, c'est vrai que ces tables, elles sont tout le temps pleines de choses. Oui, en effet, et est-ce que je peux pas juste en avoir rien à foutre et être tranquille avec ça? Oui, je peux aussi. Je regarde les choses en face, je ne fais pas l'autruche, je constate qu'en effet, des choses pourraient être mieux et je mesure, est-ce que j'ai envie de faire mieux ou pas? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas? Est-ce que je mets mes ressources au bon endroit ou pas? De la pleine conscience. Parce que ceux qui gagnent ne sont pas les plus disciplinés, ils sont plus tolérants à l'inconfort de l'itération. L'itération, c'est accepter que ce qu'on a fait, quand on l'analyse, on se rend compte qu'il y a 80% de choses, c'est de la merde, on peut s'en séparer. L'itération, c'est une leçon brutale, c'est
Ok, j'ai fait ça, je pensais que c'était bon, j'avais beaucoup recherché en plus, la phase de recherche de solution était ultra longue, j'ai fait des recherches, et en fait je me rends compte que quand j'applique ça dans le réel, ça rend pas du tout comme prévu. Je me rends compte de ma propre impuissance. Et donc je suis capable de dire ok, le moi du passé ne savait pas, je dégage et je me concentre sur le 20% qui fonctionne, les 80% de choses qui nourrissaient mon ego, qui étaient des comportements palliatifs, mais que j'appréciais tellement faire, et je les dégage. C'est ça la phase d'itération qui permet littéralement aux personnes les plus successful d'obtenir exactement ce qu'ils veulent. C'est une capacité froide, brutale, de se mettre face à soi-même, de se responsabiliser. Et honnêtement, je pourrais vous en parler encore pendant des heures de ce qui a marqué ici. Mais je vous l'ai dit, il n'y a qu'une chose simple. La partie gauche, les personnes qui s'occupent de leurs problématiques majeures, qui vont avoir les discussions difficiles avec eux-mêmes et avec les autres, qui vont pointer du doigt là où ça fait mal, ce sont des personnes qui font de l'action brutale, massive, qui ne restent pas dans le mental, dans la surréflexion. Et la partie droite, les comportements compensatoires, c'est des gens qui se laissent balloter par la vie, qui veulent fuir les émotions internes qu'ils ressentent, ils ne sont pas capables de se poser 5 minutes avec eux-mêmes dans la journée, à ne rien faire, à regarder dans le vide et à ressentir le trou qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est une capacité à regarder le réel en face. Voilà ce qui distingue les personnes qui surréussissent et les personnes qui se laissent complètement divaguer. Voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui.